Bonsoir à tous, on va commencer. Alors avant d'ouvrir la séance, il y a lieu d'excuser aujourd'hui M. Ezelman, M. Van Boven, Mme Jacquemart et M. Valcamis. Monsieur le directeur général avait envoyé un point supplémentaire, il y a lieu de voter l'audience. Est-ce que tout le monde est d'accord ou est-ce que vous voulez qu'on procède au vote? Donc il y aura un point en plus à l'ordre du jour à montrer. On peut donc commencer avec le premier point, approbation du procès-verbal de la séance antérieure. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes d'intervention? Non, on peut voter. Oui. Oui. Monsieur Demol. Oui. Monsieur Emery. Oui. Madame Foucault. Oui. Madame Mancini. Oui. Monsieur Denimal. Oui. Monsieur Otex. Oui. Monsieur Zéret. Oui. Madame Bravois. Oui. Madame Kins. Abstention. Madame Van Kerkhoven. Abstention. Madame Van de Denal. Abstention. Madame Demaret. Abstention. Oui alors. Exceptionnellement. Monsieur Maillot. Oui. Madame Gué. Madame Léga. Oui. Madame Foucault. Oui. On peut passer au point 2. Télécom, désignation d'un représentant communal auprès de l'Assemblée générale. Monsieur Légas. Notre groupe, oui, est-ce que cela me revient, propose la candidature de Madame Colette Bonbois. Et ça n'a rien à voir avec l'esprit du carnaval, hein, qui semble régner de ce côté. Est-ce qu'il y a des questions pour ce point? On peut passer au point 3. Subside aux associations 2026, proposition de modification de la répartition. Point à soumettre à l'approbation du Conseil communal. Il y a des questions ou des demandes d'intervention? Non, on peut passer au vote. Monsieur Legas. Oui. Madame Curelli. Oui. Monsieur Demol. Oui. Monsieur Emery. Oui. Madame Foucault. Oui. Madame Mancini. Oui. Monsieur Denimal. Oui. Monsieur Otex. Oui. Monsieur Zéret. Oui. Madame Bonbois. Oui. Madame Kins. Oui. Madame Van Kerkhoven. Oui. Madame Van de Denal. Oui. Madame Demaret. Oui. Monsieur Maillot. Oui. Madame Béliard. Oui. Madame Foucault. Oui. Le point 4, Centre public d'action sociale, CPS, rapport d'activité 2025 de la Commission locale pour l'énergie, information. Monsieur Marchetti. Oui, merci. Donc, il y a des décrets du Parlement wallon qui régissent la distribution régionale, dont les marchés régionaux de gaz et d'électricité permettent, ce n'est pas une obligation, hein, donc à la Commission locale de l'énergie d'envoyer un rapport au Conseil communal avant le 31 mars sur notamment le nombre de réunions, enfin c'est ce qui est mis dans le décret. Donc il y a eu 3 réunions de la clé, donc de la Commission locale pour l'énergie, qui concernaient 27 saisines pour l'énergie. Donc saisines, électricité et gaz confondus. 15 saisines ont pu être annulées parce qu'elles ont été réglées avant la réunion de la clé. Donc 12 étaient encore, ont été présentées à la clé. 10 concernaient la distribution d'énergie et 2 le secours hivernal en gaz. Le résultat de la clé est 8 décisions donc, qui ont confirmé la perte de statut de client protégé et 2 décisions de report pour complétude du dossier. Quant au secours hivernal, il y a eu une décision de refus et une décision d'octroi de ce secours hivernal. Voilà, le rapport de la clé en 2025. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes d'intervention? Non. On passe au point 5, rapport de rémunération 2025, rapport des frais de déplacement, adoption. Il y a des questions? Madame Van Kerkhoven.
Nous avons noté qu'un seul conseiller a entré des frais de déplacement pour l'année 2025. Nous avons noté qu'un seul conseiller a rentré des frais de déplacement pour l'année 2025, principalement pour des représentations à des assemblées générales et sur base de l'article 83 du LOI du Conseil communal. Pouvons-nous en déduire dès lors que ces indemnités peuvent être appliquées à tous les conseillers? Si oui, nous en prenons bonne note et introduirons les demandes pour l'année 2026. Pouvez-vous nous indiquer dans quel délai ces justificatifs doivent être fournis et nous communiquer les modalités précises par mail? Merci. Merci, Monsieur Legas. Même si je pense que Monsieur le Directeur Général pourra répondre à la deuxième partie de la question concernant le process à suivre et la procédure interne de la commune par rapport à ce remboursement. On n'est pas sans savoir que les para-pluri ou intercommunales défraient les administrateurs, en ce compris le cas échéant les frais de déplacement, mais pas les membres de l'AG. Donc les membres de l'AG le font à titre gracieux. D'ailleurs, toutes les intercommunales n'appliquent pas le tarif plafond pour les administrateurs. Il y a encore des variantes d'une intercommunale à l'autre, puisque s'il y a un cadre légal avec un plafond, je ne sais pas qu'il y ait le plancher d'ailleurs. Ce défraiement se subdivise notamment en une présence, forcément, puisque c'est un jeu de présence, mais aussi un frais de déplacement. Ce n'est pas le cas pour les membres de l'Assemblée générale. Donc les membres de l'Assemblée générale peuvent, dans certains cas, et je pense qu'il n'y a pas de restriction à ma connaissance, le directeur général vous éclairera à ce sujet, rentrer leurs frais de déplacement par les temps qui courent et au prix du carburant. C'est peu réprochable, si je puis dire, pour ne pas dire pas réprochable. Monsieur le directeur général va peut-être ajouter un... Donc c'est prévu par le règlement d'ordre intérieur du Conseil et il suffit de me communiquer, je peux vous faire parvenir le formulaire qui permet, il y a un tableur Excel, comme ça on tient compte des dates, donc le taux de remboursement c'est fixé une fois par an sur le modèle de ce qui est octroyé pour le personnel administratif des services publics fédéraux, donc c'est le même pour le personnel communal et c'est le même pour les mandataires. C'est vrai qu'on n'a pas souvent des demandes, mais c'est quelque chose qui peut se faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De voter. Monsieur Legas. Oui. Madame Belkebeli. Oui. Monsieur Demel. Oui. Monsieur Honoré. Oui. Madame Foulco. Oui. Madame Mancini. Oui. Monsieur Deminal. Oui. Monsieur Lopez. Oui. Monsieur Deguet. Oui. Madame Bonbois. Oui. Madame Pille. Oui. Madame Van Kerkhoven. Oui. Madame Van Oudenaar. Oui. Madame Demaret. Oui. Monsieur Maillot. Oui. Madame Béliard. Oui. Madame Foulco. Oui. Point 6, plan de cohésion sociale PCS 3, rapport financier 2025. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes d'intervention? Non, on peut passer au vote. Monsieur Legas. Oui. Madame Belkebeli. Oui. Monsieur Demol. Oui. Monsieur Honoré. Oui. Madame Foulco. Oui. Madame Mancini. Oui. Monsieur Deminal. Oui. Monsieur Lopez. Oui. Monsieur Deguet. Madame Bonbois. Oui. Madame Pille. Oui. Madame Van Kerkhoven. Oui. Madame Van Oudenaar. Oui. Madame Demaret. Oui. Monsieur Maillot. Oui. Madame Béliard. Oui. Madame Foulco. Oui. Question. Oui, J'avais juste une petite question sur ce point-là, mais j'ai été un petit peu distraite Ah, par pardon. l'incident de signature du registre. Je ne sais pas si je suis autorisée à poser malgré tout la question. On n'a pas vu de motivation sur les raisons pour lesquelles le subside complémentaire de 5057,36 € n'a été utilisé finalement qu'à hauteur de 262,19 € avec un solde de 3530,83 € à rembourser. On aurait voulu donc savoir à quoi correspondait ce subside, pourquoi ils n'ont pas été utilisés et est-ce que ça aura un impact sur le paiement de subside 2026. Madame Mancini. Allô? Allô?
Donc ça... Non, ça ne va pas. Si. Ça va pas fort, mais ça va. Donc ça correspond à l'article 20. Donc c'est un subside que le PCS reçoit et qui doit distribuer, il doit faire une collaboration avec une autre association concernant l'alimentation saine. Initialement, il y avait une collaboration avec le Chiffon Rouge. Le Chiffon Rouge ne fait plus actuellement d'atelier de cuisine. On a tenté une collaboration avec Solidon, mais on n'a pu faire que quelques ateliers. Et le reste du subside n'a pas pu être utilisé, même si on a sollicité d'autres associations locales. On a relancé maintenant la collaboration avec Solidon pour cette année. Et c'est pour ça qu'on a pu justifier que ce montant de 200 et des euros. Pas d'autres questions? J'ai monté tous les micros du coup, excuse-moi. On peut passer au vote. On va déjà voter. Ah oui, Revotons. peut-être qu'elle n'est pas d'accord. Le point 7. Mise en conformité et uniformisation de la signalisation de la zone 50 du bois du Stream. Il y a des questions ou des demandes d'intervention? Madame Benedonal. Je vous remercie. Donc, sur ce point, nous voulons d'abord affirmer clairement que nous soutenons l'objectif poursuivi, à savoir la mise en conformité et l'uniformisation de la signalisation dans le bois du Stream. Et plus particulièrement, la volonté de clarifier le régime de vitesse applicable sur un périmètre aujourd'hui morcelé entre plusieurs communes et de ce fait peu visible pour les usagers. Cette harmonisation répond à un problème bien réel. Lorsqu'une frontière communale coupe une voirie à plusieurs reprises, lorsqu'on passe successivement d'une agglomération à une zone 50 puis à un régime hors agglomération, on entretient clairement de la confusion. Or, sur la route, cette confusion n'est jamais anodine. Elle génère de l'incertitude, favorise des comportements inadaptés et nuit au final à la sécurité. Nous avons toutefois plusieurs remarques concrètes concernant les mesures proposées. Premièrement, afin de limiter les vitesses excessives sur la rue du Radou, avez-vous analysé la possibilité de ne plus maintenir cette voirie comme axe prioritaire et de rétablir des priorités de droite dans les rues adjacentes? Une telle mesure permettrait à la fois de ralentir la circulation, de renforcer la vigilance des conducteurs et d'éviter peut-être l'installation d'une partie du dispositif envisagé. Deuxièmement, nous prenons également bonne note de l'ajout de marquage au sol rappelant la limitation à 50 km/h dans les rues adjacentes à la rue du Radou. Pourquoi de tels marquages ne pourraient-ils pas être prévus aussi sur la rue du Radou elle-même, alors que celle-ci subit de nombreuses nuisances liées à la proximité du Charrois? Troisièmement, nous avons par ailleurs relevé que 4 panneaux ZC45 annonceraient explicitement la fin de la zone 50, alors même que cette fin résulte déjà de facto de l'entrée en agglomération. Dès lors, ces panneaux ne nous paraissent pas nécessaires. Ils pourraient même s'avérer contre-productifs, puisque signaler une fin de zone 50 risque d'inciter certains conducteurs à accélérer et à ajouter de la confusion plutôt que de la clarté. Compte tenu du coût de ce dispositif, nous proposons de renoncer à ces 4 panneaux et de réaffecter ce budget au marquage au sol évoqué au point précédent. Par ailleurs, il faut aussi dire les choses franchement. Les problèmes de circulation, de vitesse excessive, de trafic de transit et de nuisance dans ce secteur ne datent pas d'hier. Ils sont connus, signalés depuis longtemps, et nous les avons nous-mêmes rappelés à plusieurs reprises. Ils ont déjà été discutés et concernent directement des habitants de notre commune. Dès lors, une question se pose légitimement. Pourquoi a-t-il fallu attendre une interpellation extérieure pour enclencher ce travail d'uniformisation? Pourquoi remettre pas plus tôt l'initiative de réunir les communes concernées autour de la table? Cela renvoie à une interrogation plus large aussi. Disposons-nous aujourd'hui à l'échelle de la commune d'un diagnostic global et actualisé de notre signalisation, de nos incohérences réglementaires et des endroits où une uniformisation ou une clarification s'impose? Car le bois du Strion ne doit pas être traité comme un cas isolé, simplement parce qu'un voisin institutionnel s'en est saisi. Ceci devrait au contraire nous conduire à nous interroger sur notre méthode. Avons-nous identifié d'autres voiries ou zones à cheval sur plusieurs régimes où la lisibilité n'est pas satisfaisante? Avons-nous recensé les panneaux contradictoires, redondants, mal positionnés, peu visibles? Disposons-nous d'une véritable stratégie communale de hiérarchisation des voiries, de cohérence de la signalisation? À nos yeux, tout cela serait la suite logique de ce dossier. Par ailleurs, une zone 50 qui n'est ni contrôlée ni accompagnée d'aménagements lisibles risque de rester une réponse essentiellement administrative, là où les habitants attendent une amélioration concrète de leur cadre de vie. Nous avons donc aussi plusieurs questions et plusieurs demandes. L'objectif est-il finalement est-il aussi une diminution effective des vitesses pratiquées dans ce périmètre? Puis du trafic des poids lourds, est-ce que la limitation à 5 tonnes fera aussi de contrôle plus régulier? Outre le marquage 50, avez-vous aussi étudié la possibilité de prévoir des aménagements physiques ou visuels complémentaires?
En matière de sécurité routière, chacun sait qu'un panneau seul montre rapidement ses limites si l'environnement de voirie continue à inviter à rouler trop vite. Enfin, les riverains qui subissent ces nuisances au quotidien ont-ils été consultés par votre groupe? Pour notre part, ils sont venus à notre rencontre. Seront-ils informés précisément des vérifications décidées et des objectifs poursuivis? Au final, la question est simple. Voulons-nous seulement corriger les panneaux ou voulons-nous réellement améliorer la sécurité et la qualité de vie des habitants? Pour notre part, nous pensons qu'il faut viser les deux derniers points. Merci, Monsieur Leguez. La réponse à la dernière question est une évidence, mais s'il faut vraiment le dire, on peut le redire. Hein. Comme les riverains nous parlent aussi, et de longue durée, de longue date, pardon. Nous sommes dans un schéma, dans une situation factuelle, territoriale, très singulière. 2 régions, 3 provinces, 3 communes. Le code de la route a été partiellement régionalisé et le code de la rue va sortir dans quelques semaines, si je ne m'abuse. Nous ne travaillons pas sur ce dossier depuis que les voisins se sont réveillés parce qu'ils ne sont pas dans un cas différent d'une autre. Enfin, je veux dire, les problèmes qui datent de plusieurs décennies, ils ont les mêmes, par définition. Mais un travail en profondeur a été effectué, effectivement, à leur initiative, et on s'en réjouit. Et on y a contribué pour notre part, tout comme la commune néerlandophone concernée. Les provinces, quant à elles, ne se sont pas trop mêlées, mais j'ai cru comprendre que les provinces néerlandophones n'avaient plus grand-chose à faire et que bientôt les provinces francophones non plus. En matière de voirie, d'ailleurs, les provinces francophones ont remis leur voirie à la région. Voilà, petite histoire, parce qu'on parle encore de provincial, de national, mais il n'en est plus de national et il n'en est plus de provincial. Dans le cas qui nous occupe, ce que nous proposons ici, effectivement, et vous l'avez dit d'entrée, avant de prononcer le mais, qui n'était pas un mais, mais un toutefois, ce qui ne veut pas dire que tout ce qui précède ne veut rien dire, j'imagine, je l'espère, sincèrement. Donc, un travail en profondeur a été effectué, il a été analysé à la fois par les services de police et les services de mobilité. Je ne sais pas s'il y a un rapport structural, je n'en jurerai pas, du moins pour la police. Et le consensus qui a été trouvé, c'est celui-là. Donc on ne va pas le détricoter. On ne va pas le détricoter. La voirie rue du Radou, par ailleurs, et ça, M. De Mol pourrait vous donner quelques éléments, même si le travail est loin d'être abouti, la voirie du Radou va être, et vous n'êtes pas sans savoir, reconditionnée, enfin c'est quasiment reconstruite pour être mieux reconstruite. Et ça, dans un délai relativement court, enfin à l'échelle d'une commune c'est relativement court, à l'échelle d'un ménage c'est beaucoup trop long évidemment, mais on parle de quelques dizaines de mois à peine, entre le moment où on n'a pas terminé avec l'auteur de projet et le moment où la première phase des travaux pourrait être entamée, puisqu'il y a 2 phases, et que la voirie du Radou à elle seule va consommer la totalité du subventionnement régional pour les travaux d'infrastructure de la législature. Donc on parle bien d'un montant de l'ordre de 1 million, un peu moins. Tout ce montant sera englouti, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots et sans jugement aucun, par cette seule et unique voie. Ce qui veut dire qu'on doit mettre au moins la même chose sur fonds propres, hein, puisque le FERI, puisqu'il est appelé comme ça, le Fonds d'équipement régional d'infrastructure, ne vous alloue qu'1 euro pour 1 euro à peu de choses près. Enfin, c'est le mode de fonctionnement. Et donc, à l'occasion de ce travail qui va être fait et qui est en cours, que les auteurs de projet ont commencé, on va effectivement essayer d'équiper la voirie différemment qu'elle ne l'est aujourd'hui pour briser la rectitude et avoir des dispositifs de nature diverse ça et là. Et évidemment que les riverains seront écoutés, entendus, peut-être même réunis. Si l'occasion nous est donnée, ce serait effectivement pas inutile. Sur ce point, nous sommes d'accord, évidemment. En ce qui concerne les questions subsidiaires que vous avez posées, indirectement, je viens d'y répondre, que ce soit la vitesse ou les poids lourds ou les aménagements physiques, évidemment que dans le cadre de la mission d'auteur de projet pour la réflexion de cette voirie, ce sera abordé. Concernant sa fonction, c'est une voirie pénétrante et collectrice. Et donc on ne peut pas renverser complètement la vapeur et la fonction de la voirie en décrétant que toutes les grèves perpendiculaires deviennent prioritaires en priorité de droite. En tout cas, ça, on ne le fera pas. On devra consulter largement avant d'envisager pareille chose, et on le fera à l'occasion de la réflexion de la rue du Radou, pas avant.
ne courons pas avant de marcher, parce que ce serait à mon sens une erreur. Et alors plus globalement, comme ça j'en termine, avant de céder éventuellement la parole à M. Demol, s'il va apporter quelques éléments par rapport au travail qui est en cours avec l'auteur de projet, mais il est loin d'être abouti. Concernant donc l'autre question que vous aviez posée par rapport au plan communal de mobilité, parce qu'il s'agit bien de cela, nous nous sommes engagés à reprendre le travail là où on l'a laissé, parce qu'il a plus de 10 ans d'âge, et donc à faire en sorte qu'on ait un nouveau plan communal de mobilité, non pas en partant de rien, puisqu'il en existait un précédemment, mais ça c'est un travail qui nous fera allouer aussi à un auteur de projet, et pour lequel il faudra aussi prévoir des crédits budgétaires. On ne va pas tout faire en 26, faute de crédits, de temps et de ressources internes aussi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a engagé récemment, complémentairement à l'équipe qui existait, une personne en mobilité. Vous avez suivi ça, je pense, non ? Il y a eu un recrutement à ce sujet-là. Donc voilà, je pense avoir été relativement complet, mais si vous avez une question subsidiaire, je vous en prie. Je vais peut-être d'abord céder la parole à M. Demol. Qui a été créé, ce n'est que l'auteur de projet travaille actuellement sur le projet. Il va bientôt nous soumettre une première esquisse, et puis il y aura les consultations avec les riverains, tout ce qui s'ensuit. Et ici, on est vraiment dans une harmonisation de mobilité, d'harmoniser à 50 km/h. Maintenant, tous les aménagements que tu as cités, tout ça, bien sûr, sont pris dans le cahier de charge, mais on ne va pas l'investir maintenant dans de la peinture, en sachant que, ou dans des aménagements de la route maintenant existante, en sachant que j'espère, dans un an, on va commencer les travaux et on va la faire complètement. Donc, toutes les remarques, par contre, peuvent être intégrées dans le travail que l'auteur de projet fait actuellement. Merci. Monsieur Mayer. Oui, et donc, tant qu'à parler d'auteur de projet et de contribution, peut-être est-ce qu'on pourrait imaginer y inclure aussi les travaux de la CNDR, le futur groupe mobilité douce, qui soit une réflexion globale et participative. Il y a d'autres questions ou demandes d'intervention? On peut passer au vote. M. Vegas. Oui. Mme Bentelé. Oui. M. Demol. Oui. M. Noret. Oui. Mme Foucault. Oui. Mme Cuny. Oui. M. Denimal. Oui. M. Hotez. Oui. M. Vegas. Oui. Mme Bombois. Oui. Mme Kunis. Oui. Mme Van Kerkhoven. Oui. Mme Van Renenade. Oui. Mme Demaret. Oui. M. Maillot. Oui. Mme Béliard. Oui. Mme Foucault. Oui. Le point 8, modification au règlement de circulation routière, signalisation giratoire, tri à fourche. Il y a des questions. Madame Béliard. Pourrait-on envisager de remplacer le panneau jaune qui est non contraignant par le panneau F12A qui lui oblige à dans la zone? Et le panneau jaune, il est juste une information. Le panneau, il joue. Il joue. Le panneau, il joue. Monsieur Vegas. Alors je dois vérifier parce que ça n'est pas aussi automatique et aussi simple que ça. Le F12A est un signal indicatif, il n'est pas un signal contraignant, pas plus que le panneau jaune, nous sommes bien d'accord. Donc le panneau jaune n'a qu'un caractère, j'ai envie de dire, plus indicatif encore que l'autre. L'autre, il est indiqué signaux d'indication, au sens du code de la route. Et donc au niveau des aspects légaux, il y avait une différenciation entre les deux, et je pense que pour le F12A, il y avait une contrainte supplémentaire. Est-ce que c'est des matériaux différenciés ou est-ce que c'est un marquage spécifique? Je n'en ai pas, il faudrait que je vérifie. Donc, Le thème, c'est quoi derrière ce jargon? Le 12A, c'est le bleu avec où on voit un piéton. Mais donc, non, justement, c'est de repasser. Commencement d'une zone résidentielle. Ah, c'est zone résidentielle, c'est ça. C'est ça, commencement d'une zone résidentielle. On est passé au collège avec ça. Parce que là, justement, il faut que les zones de stationnement soient au même niveau que la voirie, donc ça impliquerait des très très gros travaux. La seule rue qui est comme ça dans Rebec de mémoire, il y a un petit nom, en tout cas, c'est Maréascaille, ça c'est certain, mais tout doit être Au même niveau. Et donc c'est justement pour ça que c'est vous, ça veut proposer ça, on se rend compte après que c'était pas possible, ils ont proposé ça. Il y a d'autres questions ou demandes d'intervention?
peut passer au vote. Monsieur Légas. Oui. Madame Venturino. Oui. Monsieur Demoy. Oui. Monsieur Morex. Oui. Madame Foucault. Oui. Madame Mancini. Oui. Monsieur Delumal. Oui. Monsieur Hôtesse. Oui. Monsieur Zéliès. Oui. Madame Bombois. Oui. Madame Tins. Oui. Madame Van Kerkoven. Oui. Madame Van Oudenal. Oui. Madame Demaré. Oui. Monsieur Lagnol. Oui. Madame Béliard. Madame Foucault. Oui. Le point 9, site de l'ancienne maison communale, décision de désaffectation du bien. Est-ce qu'il y a des questions ou des demandes d'intervention? Madame Demaret. Il faut d'abord établir une vérité simple. La délibération indique qu'il est envisagé de remettre en vente l'ancienne maison communale et une partie du parc. Ce n'est pas exact. Ce n'est plus un projet envisagé, c'est une décision déjà prise par la majorité en novembre 2025, malgré notre opposition. Aujourd'hui, on ne débat donc pas du principe, on nous demande d'accompagner par étapes l'exécution d'un choix politique déjà acté. Et ce choix, nous le contestons toujours. Parce que le fond du problème reste le même. Pendant plus de 10 ans, ce bâtiment a été laissé à l'abandon, puis on vient nous expliquer qu'il faut le vendre parce qu'il se dégrade et coûte trop cher. En clair, on laisse dépérir, puis on vend à cause du dépérissement. C'est une drôle de conception de la gestion du patrimoine. La délibération contient d'ailleurs une contradiction assez révélatrice. On nous dit qu'il n'y a pas les moyens d'entretenir ce bâtiment, mais on trouve soudain des moyens pour le vider, placer du matériel, installer des portes à cabines, réorganiser les services et préparer la vente. Quand il s'agit de vendre, il y a un budget, quand il s'agit de préserver, il n'y en a pas. Autre question très concrète, le stationnement. Le LOC est aujourd'hui principalement Le LOC sert aujourd'hui principalement au stationnement des agents du service travaux et ponctuellement du public. Très bien. On nous dit que tout cela pourra être réorganisé. Mais où, comment, avec quelles conséquences? Là aussi, on avance sans exposer clairement la solution de remplacement. Notre position reste donc inchangée. Nous refusons cette logique qui consiste à transformer un échec d'entretien en justification de vente. Nous demandons des réponses claires sur les solutions de stationnement et les modalités de la vente. Et nous rappelons que les critiques formulées en novembre 2025 restent aujourd'hui encore entièrement valables. Parce qu'au fond, ce dossier, on dit beaucoup de la méthode de cette majorité. On abandonne, on déprécie, puis on vend, en expliquant qu'il n'y avait pas d'autre choix. Paradoxal, ou peut-être risible, puisque lors de son intervention au Parlement le 26 février dernier, alors qu'il interpellait la ministre en charge de la régie des bâtiments, comme il a lui-même posté sur les réseaux, notre bourgmestre défendait la position selon laquelle l'État se doit de rester propriétaire des biens publics et de les entretenir. Un peu faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Merci. Monsieur Maillot. Cette désaffectation nous semble au moins prématurée. En effet, à notre connaissance, ce lot ne fait pas partie de la vente future de l'ancienne maison communale et de son parc, car vous précisez, la présente désaffectation ne préjuge pas de l'affectation future définitive du lot C. Vous précisez également que l'installation de porte à cabine sur cette parcelle se fait, je cite, à titre transitoire et fonctionnel. Et nous imaginons que le collège ne doit pas rentrer à lui-même une demande d'occupation de l'espace public dans ce cadre. À nos yeux, rien, si ce n'est un éventuel agenda caché auquel nous n'osions croire, ne justifie la désaffectation de ce terrain à bâtir communal. En effet, selon l'Union des villes et communes, en droit des biens publics, la désaffectation d'un bien ne se présume pas et doit être certaine. Elle implique non seulement une décision de l'autorité compétente, ça c'est nous, mais également la cessation effective de l'affectation du bien à l'usage public. Et donc, quid? Donc on désaffecte et demain, qu'est-ce qui se passe sur ce terrain public? Encore parking, pas parking, porte à cabine. Voilà. La question que je me pose, enfin que nous nous posons aussi, est-ce que ce n'est pas une manière détournée de nous faire valider la vente de ce lot C? Même s'il est clairement précisé, je le répète, la présente ne préjuge pas l'affectation future. Mais s'il est désaffecté du bien public, j'imagine que ce n'est pas loué pour un fermier pour planter des patates. Monsieur Légas.
Oui, enfin, je peux déjà répondre. Effectivement, j'ai corrigé déjà le fait qu'on remettait envisagé, mais je n'ai pas vu, j'imagine que c'est dans la description que ça apparaissait encore, là je l'ai vu. Je l'ai corrigé dans le texte de la délibée, je n'ai pas vu là que... Je crois que c'était un copier-coller de la note précédente. Désolé pour le envisager, effectivement, qui a été corrigé dans la délibée. Nous ne rédigeons pas encore les délibés nous-mêmes, et l'erreur est humaine. Le directeur général, nous ne nous en voudrons pas. Enfin, en tout cas, pas moi, qui est personnel. Vous avez utilisé des mots forts, parfois même blessants, j'imagine ou j'espère pas à dessein. On a nous aussi des émotions et des ressentiments. Parler d'abandon et d'échec dans ce dossier, les mots sont vraiment très forts. C'est blessant, voire même insultant. Je sais que vous exercez un mandat communal depuis une année à peine. Vous n'avez pas forcément toute l'histoire de la commune, même si vous y vivez depuis de nombreuses années, très nombreuses années même. Nous sommes dans un bâtiment ici, dont d'aucuns ont dit des années durant, parmi mes prédécesseurs, qu'il fallait l'abattre. 1500 personnes se sont mobilisées, et beaucoup de politiques, pour trouver des solutions, et ça n'a pas été simple. Et la solution a été trouvée in extremis, un subventionnement de la région qui n'est pas tombé du ciel et pour lequel il a fallu faire du lobbying, pour transformer cet écrin en ce qu'il est aujourd'hui, une maison communale, un bâtiment qui avait une fonction collective et qui a conservé une fonction collective, et dont chaque jour le personnel se réjouit de pouvoir y travailler, parce que les conditions de travail sont bonnes, on va dire très bonnes, et où chaque samedi, du moins à la bonne saison, les mariés, non contents de s'être mariés et de s'être dit oui, partent ravis et sont contents d'habiter dans une commune où la maison communale a un certain cachet, et la salle de mariage, même si elle est très contemporaine, en a un aussi. Dans quelques semaines, nous inaugurerons la plus belle bibliothèque de ce pays, ou en tout cas de Wallonie. Et vous y serez conviés. Et vous aurez l'occasion d'apprécier et de vous faire une opinion. D'autres bâtiments de cette commune, qu'ils aient une fonction collective originelle ou pas, ou confessionnelle, ont été de la même manière restaurés, réhabilités et ont une fonction collective. Prochainement, je l'espère, la ministre Daille viendra ici même, au mois d'avril, pour nous confirmer que nous pourrons bénéficier encore d'une aide financière substantielle pour faire en sorte que les moulins soient restaurés avec un projet de centrale hydroélectrique. Nous avons à fleur de berge des pieds de mur qui sont ravinés et qui sont dans un mauvais état. Il est temps, j'ai envie de dire, au-delà du patrimoine, au-delà de la fonction intérieure, au-delà des aménagements intérieurs, il était temps aussi de reconditionner les berges, etc. Pareil pour la Grange, et je pourrais en citer d'autres encore, mais je vais m'arrêter là. Nous faire ce mauvais procès d'échec ou d'abandon, c'est proprement scandaleux. Avant même que nous quittions le bâtiment, pour emménager ici, déjà une réflexion avait été entamée. Mais il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées ou de bonnes réflexions, ou de faire des annonces un peu matamoresques, ou des procès d'intention. Il faut trouver des solutions, et singulièrement des solutions de financement. Le problème majeur qui fait qu'aujourd'hui on évoque ce dossier, M. Demolle pourrait vous en parler plus longuement que moi. Rien à voir avec le bâtiment. Ça n'a rien à voir effectivement avec le bâtiment, merci Axel. C'est parce que nous avons un dépôt communal qui existe depuis la fusion des communes, enfin au lendemain de la fusion des communes. Les communes d'avant-fusion n'avaient pas véritablement de dépôt digne de ce nom, ni à Bierge, ni à Saintes, divisé en deux, ni à Quenast, et encore moins à Brevel. Et donc, les édiles communaux d'après-fusion, ou à l'occasion de la fusion, ont fait un investissement que nous ne jugerons pas 50 ans plus tard, ce serait beaucoup trop facile. Ils ont acheté une vieille ferme au centre du village. Cette vieille ferme, aujourd'hui, n'a plus que de vieille ferme le nom, mais elle abrite un charroi et un équipement qui n'existaient pas en 1977. Et nos services souhaiteraient travailler dans des conditions acceptables, et aujourd'hui, elles sont à peine acceptables. On a dû faire des travaux
régulièrement ces dernières années, de petite ampleur certes, mais de mise en conformité, qu'il s'agisse de douches, de vestiaires, d'électricité, de toiture, enfin j'en passe et des meilleurs. Et aujourd'hui, force est de constater que nous ne sommes vraiment pas au bon endroit et que ça ne peut plus durer. Et donc voilà pourquoi on parle d'une situation transitoire et d'agrandir quelque peu le dépôt sur partie du parking, qui n'est d'ailleurs pas un parking, qui est un terrain de basket sur lequel moi j'ai joué quand j'avais 15 ans, parce qu'il n'y a pas de hall omnisport, mais on était sans doute moins exigeants à l'époque. Je vous parle même pas des douches. Parce qu'il y en avait. Et la moitié de ce parking est une nécessité devenue impérieuse pour que les services travaux puissent travailler de manière correcte à l'interne du site, sans devoir bouger 4 véhicules pour en sortir un. Et donc oui, on vous propose, et j'espère que vous comprenez la démarche, ça n'a rien à voir avec la maison communale. Il n'y a pas d'agenda caché, il n'y a pas lieu d'avoir de suspicion, il n'y a pas lieu d'imaginer que demain on va transformer ça en terrain à 150 € le mètre carré en vente pour bâtir. On veut simplement permettre aux travailleurs, à nos ouvriers, d'avoir un peu moins d'inconfort au quotidien par rapport à la circulation interne du dépôt. Et cette solution ne peut être que transitoire. Ça fait maintenant de nombreuses années que nous cherchons et que nous démarchons des propriétaires, tantôt privés, tantôt publics, pour installer un dépôt digne de ce nom, une régie technique communale qui est une fosse, qui est un vestiaire, qui est des sanitaires, qui est une cafétéria, qui est des bureaux, qui est enfin, tout ce qu'il faut de nos jours pour pouvoir travailler correctement. Malheureusement, nous nous heurtons régulièrement soit à des refus, soit à des estimations et des prix qui sont, comment dire, très excessifs. Et je peux citer des opérateurs, en ce compris des opérateurs publics. J'ai la chance aujourd'hui, vous l'avez fait remarquer, de siéger au Parlement fédéral dans la commission de la mobilité. Et j'ai la chance de côtoyer le ministre de la Mobilité, mais aussi toutes les personnes qui l'accompagnent et qui travaillent notamment pour la SNC, pour Infravel. C'est pas à vous que je dois expliquer ce qu'il en est. Et nous avons la possibilité, mais on y va petit à petit, pas à pas, c'est complexe, c'est non pas un État dans l'État, mais enfin, il y a déjà une copropriété entre les deux institutions. Nous essayons donc d'acquérir un terrain qui se trouve adossé à la 429 et au TGV, pour pouvoir y placer là un dépôt digne de ce nom, qui sera on ne peut mieux situé, puisqu'il sera sur le rond-point, à côté du silo du SPO, et qui ignore que le silo lui appartient, sauf quand il faut saler, donc cadastralement c'est pas encore net. Et donc on pourra ainsi avancer et investir dans un dépôt digne de ce nom, plusieurs millions, que les choses soient claires, il faudra les financer aussi. Et donc ainsi sortir le dépôt de l'hypercentre du village, et donc retirer les porte-à-cabines qui auront été mis de manière temporaire sur le parking qui n'est pas, mais qui est terrain de basket, mais qui sert de parking, notamment et singulièrement d'ailleurs, essentiellement en semaine et en journée, pour les ouvriers eux-mêmes. J'espère avoir été complet. Je suis navré d'avoir peut-être été un peu véhément, mais il y a des choses qui sont quand même un peu, comment vais-je dire, les attaques à dominem ou les procès d'intention, j'affectionne moyennement. On n'est pas au Parlement fédéral, on ne parle pas avec des lames de langue ou des extrêmes gauches. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Mayer? Ok, donc j'ai un peu l'impression que vous donnez parfois le bâton pour vous battre, parce que je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas mis ça dans cette explication tout aussi claire qu'il était question d'utiliser pour le dépôt communal. Et par ailleurs, nous restons sur notre position. Pourquoi désaffecter un terrain communal pour y mettre, même temporairement, des services communaux? Je ne vois pas où il y a insécurité juridique. Bon, je ne suis pas juriste, on est bien d'accord, mais voilà, je ne vois pas du tout la raison de la demande de désaffectation du sol dans ce que vous venez d'expliquer. Monsieur le directeur général? La réponse est assez simple. Pour l'instant, le bien est encore de fait accessible au public, comme l'était le reste du parc. Donc ce n'est pas parce qu'on le désaffecte pour le vendre, mais c'est pour l'affecter au domaine privé communal, c'est-à-dire que le dépôt communal n'est pas accessible au public et il sera prévu de clôturer la moitié à peu près du parking, on va dire ça comme ça, on va l'appeler comme ça malgré tout, la moitié du parking et qui sera de fait plus accessible au public. Ça sera réservé au personnel communal. D'ailleurs, on ne pourra accéder à cette partie-là
qu'en venant de l'intérieur du dépôt communal. Si je peux me permettre, parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il y ait une ambiguïté. Hein. C'est parce que c'est une propriété communale que c'est accessible au grand public. Et donc, dans le cas présent, alors vous n'êtes pas juriste, mais je pense que c'est audible sans être juriste, puis on peut vulgariser le propos. Cette désaffectation est nécessaire parce que sinon, le grand public peut pénétrer le bien. Légalement, la situation de droit et la situation de fait doivent coïncider, clôture ou pas clôture. Donc si la situation de fait avec clôture empêche le public d'y aller, en situation de droit, on doit régulariser la situation, et en situation de droit, il n'est pas prévu que les gens puissent y aller. C'est assez simple. Soyons quand même de bon compte, je ne vois pas où est l'incohérence, il y a tout sauf une incohérence. C'est même une obligation strictement légale, monsieur le directeur général vient de vous le dire, il est juriste quant à lui. Merci. Madame Kirkoven. Est-ce que vous avez déjà pensé délocaliser vers la nouvelle construction qui se fera pour les bus à la chaussée de la chaussée? Alors, non seulement on y a pensé, mais on l'a quelque part un peu esquissé. Le problème, c'est que c'est à ce point excentré que parmi les solutions et la hiérarchie des solutions, enfin l'arbitrage qu'on a fait entre les différentes solutions envisagées, c'était le plan, même pas le B, c'est genre le Z. Donc, nous avons pris un axe qui est un axe assez basique, assez simple, un axe traversant du nord au sud, c'est la route industrielle, avec le croisement des deux nationales, la N6, la N7, et le croisement, enfin, sous ouvrage d'art en l'occurrence, mais le croisement avec le TGV et le 429. Donc voilà ce qui a guidé la réflexion des services, hein, ce n'est pas une réflexion d'un personnel politique, c'est des réflexions de services, je dirais plus techniques d'ailleurs que politiques. La centralisation au centre de la commune quasiment, là, sur ce rond-point, est vraiment l'axe le plus adéquat. Nous avons d'ailleurs démarché les propriétaires privés terriens autour, qu'il s'agisse de fermiers ou de grands propriétaires terriens fonciers qui mettent leur terrain en entreprise agricole, peu importe. Mais, voilà, ils avaient tous des objections, des valorisations, des difficultés, des indivisions, etc., etc., etc. Et donc, on en est revenu à la SNCB et à Infrabel, et contrairement il y a maintenant pratiquement 8 ans, 2018, fin 2018, début 2017, nous ne nous sommes pas heurtés à une difficulté majeure, contrairement à l'époque, qui était de plusieurs ordres, hein, en ce compris comptable et financier. Mais nous nous sommes plutôt accommodés et on a maintenant des relations plus constructives. Mais je sens que ce sera un processus long, parce que le fonctionnement d'Infrabel, notamment pour ne pas les citer, est un fonctionnement que vous connaissez, qui nécessite des validations, il y a un processus d'édition particulièrement long, mais on a bon espoir. Alors, les premiers contacts ont été pris en 2017. Il y a eu une mise en vente officielle en début 2018 de mémoire. La séquence n'était pas idéale, pour d'autres raisons. Et il y avait une estimation dans le chef de... C'était pas de la SNCB, c'était Infrabel, je crois, je ne sais plus lequel opérateur des deux. Il y avait une estimation qui était particulièrement élevée et qui était vraiment surestimée par rapport à une terre agricole ordinaire, qui était une estimation comptable de leur structure. Mais nous avons, nous aussi, l'obligation de faire estimer le terrain, parce qu'on ne peut pas acheter au prix où on veut, on ne peut pas dépouiller la commune et acheter plus cher que ce que ça vaut sur le marché, ça c'est une règle, enfin c'est une loi. Et donc on a fait faire une estimation à l'époque, je ne sais plus si c'était le comité d'acquisition ou le receveur, à l'époque il y avait encore un receveur. Ah, c'était un notaire, pardon. Et il y avait, ça ne matchait pas du tout, il y avait un écart, mais un gap. On était, à l'époque, je pense qu'on parlait de 37 ou 39 euros le mètre carré. Non, oui, le mètre carré, je dis bien. Et Infrabel, c'était le double, quoi. Enfin, Infrabel travaille avec le comité d'acquisition aussi, donc... Tant mieux, et si on trouve la solution là et qu'on peut soulager l'hypercentre de ce charroi, on peut tous s'en réjouir. Hein. Il y a trois implantations scolaires, il y a la crèche, il y a l'église, enfin voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'intervention? On peut passer au vote.
Oui. Madame Delpelli. Oui. Monsieur Denis. Oui. Monsieur Moret. Oui. Madame Foulto. Oui. Madame Mancini. Oui. Monsieur Denis. Monsieur Lecomte. Oui. Monsieur Desbiens. Oui. Madame Bonbois. Oui. Madame Tilly. Madame Valkercoven. Abstention. Madame Vano-Delage. Abstention. Madame Demague. Abstention. Monsieur Maria. Oui. Madame Kélia. Oui. Madame Foulto. Oui. Le point 10. Permis d'urbanisme 2025, rue Bruyère 26. Demande d'accord du Conseil pour la suppression d'une partie du sentier vicinal numéro 38. Madame Vano-Delage. Merci beaucoup. Une petite question. Donc la délibération indique que le sentier existant n'apporte plus aucune value dans le maillage d'hier. Il n'y a pas d'autre indication et on n'a pas trouvé un tracé complet du sentier en question, ni les raisons pour lesquelles une partie du sentier ne permettrait pas justement de garder une plus-value. Et on se demandait du coup pourquoi la partie du sentier devrait être supprimée et ne pourrait pas plutôt être déplacée. Mais n'ayant pas le plan complet du tracé, il était difficile de visualiser la chose. Merci, Monsieur Maillard. C'est sensiblement la même chose. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le groupe n'est pas favorable à la privatisation de l'espace public. Nous sommes bien d'accord que nous héritons parfois de situations qui datent de plus de 100 ans, peut-être, et que nous ne désirons pas imposer qu'un sentier puisse passer au travers du salon des gens. Toutefois, un groupe de travail de la CLDR va être prochainement mis en place et traitera entre autres de la mobilité douce, et nous désirons que ce groupe puisse disposer d'un maximum de possibilités pour pouvoir apporter à terme des propositions réalistes et réalisables. D'autant que nous sommes là, ici, dans une zone d'intérêt paysager. C'est pourquoi, à l'instar de la demanderesse, nous demandons à ce que ce sentier soit détourné en toute parcelle, sauf si le sentier existant, donc le plan est peu clair, effectivement, on voit en bout de parcelle, il y a 2 lignes parallèles. Est-ce que c'est un ancien sentier ou pas? Il n'est pas référencé comme tel. Mais donc voilà, l'idée serait effectivement comme vous l'a dit Céline, de détourner au moins momentanément le temps qu'on puisse, que le groupe de travail puisse encore avoir de la matière première. Monsieur Vegas. De la matière première, il en restera assurément. Donc les sentiers vicinaux, à la place des chemins, ce sont des panneaux qui ne sont pas tous digitalisés, mais enfin, ce sont des panneaux grands comme 2 tables ici, enfin 2 individuels. On a les nouvelles tables, j'avais remarqué, on est mieux installé. Et ils sont dans un grand meuble avec des tiroirs étroits sur roulettes comme ça, vous voyez de quoi je parlais. Donc je vous invite vraiment à les visiter, c'est édifiant. On a là tous les sentiers vicinaux de notre commune, ce qui servait effectivement à se déplacer avant qu'on invente le moteur thermique. Et ils sont encore en situation de droit. Tous, ou quasiment tous, existants, en situation de droit. Sur 4, les vicinaux. Les 9/10 de ces sentiers, enfin là je m'avance un peu parce que je n'ai pas un ratio précis en tête, mais une très très large, une majeure partie de ces sentiers ne sont pas usités, sont sur fond privé et bien souvent agricoles et sont bien souvent labourés, en tout cas cultivés. Un travail a été fait à plusieurs reprises par différents organes, notamment à l'initiative du Centre culturel dans les années 80, et puis plus tard ici à la commune, enfin à l'autre commune, et plus récemment effectivement il y a le groupe de travail que tu as évoqué dans le cadre de la CLDR. Ce qui a permis au fil des décennies de faire coïncider les situations de droit avec les situations de fait quand elles étaient effectives, sollicitées, demandées et utilisées, si je puis dire. Donc on n'a pas fait un travail titanesque, comme suggéré par ailleurs pour d'autres choses, parce qu'on n'en a pas les ressources, mais au fur et à mesure de ces différents groupes de travail et du temps qu'on pouvait dégager dans l'administration, en ce compris à la mobilité, même si on vient d'engager quelqu'un il y a quelques semaines, on a pu avancer sur ces dossiers de déviation, d'éventuelles suppressions, ou parfois de création, c'est plus rare, mais ça existe, de sentiers ou de jonctions. Dans le cas présent, la rue Bruyère
je suis un peu bien placé pour en parler, mais Jean-Paul ne l'est pas moins, puisqu'il habite de l'autre côté de la rue Bruyère, qui a dû changer de nom d'ailleurs. À l'époque, il recevait mon courrier. La rue Bruyère, elle est coupée par deux belles infrastructures, enfin belles, le mot n'est peut-être pas avec deux grosses infrastructures, le TGV et le 429. Donc, le sentier 38 dont nous parlons aujourd'hui, il va buter sur les deux infrastructures, tout de go, tout droit. Et si on veut faire longer la parcelle ou même emprunter la voirie, parce que la rue Bruyère, au-delà de la maison qui est amputée par ce sentier qui passe dans son salon, si on continue la rue Bruyère, vous arrivez sur la Saint-Denis, ou Denis, enfin la ferme de M. Denis. Et après la ferme de M. Denis, c'est les champs. Enfin, c'est le TGV et le 429. Donc, très sincèrement, dévier le sentier pour faire suivre le sentier, pour le faire emprunter le cas échéant la rue Bruyère, pour arriver au même endroit, c'est-à-dire devant le TGV et la 429, je ne suis pas sûr que ça a un intérêt. Mais il y a un pont pas loin. Hein. Pas loin. Tu parles du chinois? Pas loin. Je ne suis pas un grand sportif, hein, j'en conviens. Quand ce week-end, j'ai fait des clubs. D'ailleurs, l'accès dont tu parles est un accès privé. L'accès dont tu parles est un accès privé. Tu parles de la carrière de champ, enfin c'est le terme idoine pour les fermiers, pour accéder à leur terre de culture. Hein. C'est pas un sentier. Hein. Non. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut passer au vote. Monsieur Begas. Oui. Madame Benquevelli. Oui. Monsieur Demol. Oui. Monsieur Nogueil. Oui. Madame Foucault. Oui. Madame Mancini. Oui. Monsieur Deniman. Oui. Monsieur Eters. Oui. Monsieur Zélet. Oui. Madame Bonvois. Oui. Madame Kils. Oui. Madame Van Kerkhoven. Oui. Madame Van Oudenarde. Oui. Madame Demare. Oui. Monsieur Maillot. Oui. Madame Béliard. Oui. Madame Foucault. Oui. On passe au dernier point, modification du règlement général de police coordonné entre les 4 communes de la zone de police. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Passez au vote. Monsieur Begas. Oui. Madame Benquevelli. Oui. Monsieur Demol. Oui. Monsieur Nogueil. Oui. Madame Foucault. Oui. Madame Mancini. Oui. Monsieur Deniman. Oui. Monsieur Eters. Oui. Monsieur Zélet. Oui. Madame Bonvois. Oui. Madame Kils. Oui. Madame Van Kerkhoven. Oui. Oui. Madame Van Oudenarde. Oui. Madame Demare. Oui. Monsieur Maillot. Oui. Madame Béliard. Oui. Madame Foucault. Oui. Ça dit tous les deux en même temps. On peut donc passer aux questions d'actualité. Il y a 2 questions qui ont été posées. Une de ces questions a été déclarée irrecevable, mais sera traitée en partie comme question écrite. Donc la deuxième question concerne le vandalisme dans les plaines de jeu. On cède la parole à Madame Bonneau-Denaille. Je vous remercie. Donc notre groupe a régulièrement attiré l'attention du collège sur les actes de vandalisme constatés dans certaines plaines de jeu communales, voire toutes les plaines de jeu communales. La commune elle-même a d'ailleurs signalé plusieurs faits via ses réseaux sociaux, notamment le 4 juillet 2022, 20 mars 2025, 12 mai 2025 et encore le 5 mars 2026. Ces épisodes répétés montrent que le phénomène n'est malheureusement pas ponctuel. Lors du conseil communal du 20 mai 2025, nous vous avions interrogé sur l'existence d'un plan d'action concret face à ces incivilités. Nous avions notamment évoqué plusieurs pistes, renforcement des actions de prévention et de cohésion sociale, question de l'installation éventuelle de caméras de surveillance et plus largement la nécessité d'une approche structurée pour prévenir ces dégradations. Le collège nous avait répondu en mettant l'accent sur plusieurs initiatives positives, activités pour les jeunes, ouverture du local du plan de cohésion sociale, formation, participation à l'opération Été solidaire, ou encore démarche participative avec les jeunes. Par ailleurs, il avait été indiqué qu'un réseau de vidéosurveillance zonale important était en cours de finalisation, comprenant notamment 85 caméras sur le territoire de la zone de police, avec une contrôle room dédiée. Nous avions également soulevé la question lors du conseil communal du 16 août 2025, dans le cadre du programme stratégique transversal 2025-2030, en demandant quelles mesures concrètes accompagneraient la création ou l'installation de nouveaux modules de jeu afin d'éviter leur dégradation. Malgré ces échanges et ces intentions, force est de constater que de nouveaux actes de vandalisme continuent d'être signalés. Or, ces dégradations ont aussi un coût financier non négligeable pour la collectivité. À titre indicatif, nous nous sommes renseignés, les prix publics disponibles pour ce type d'équipement semblent montrer qu'un portique de balançoire pour aire de jeu public coûte
coûte entre 2 000 et 3 000 euros. Un module avec tour et toboggan peut atteindre 5 000 à 10 000 euros. Et une structure de drain ou pyramide type toile d'araignée peut dépasser les 20 000 euros selon la taille et les normes de sécurité applicables. Autrement dit, chaque dégradation peut représenter plusieurs milliers d'euros de réparation ou de remplacement financés par le budget communal. Dans ce contexte, les questions que nous souhaitons poser aujourd'hui sont simples. Quelle est la stratégie à long terme de la commune pour protéger durablement ces infrastructures publiques? Plus précisément, quelles mesures concrètes ont été mises en place depuis mai 2025 pour prévenir le vandalisme dans les plaines de jeu? Les caméras du réseau de vidéosurveillance online couvrent-elles aujourd'hui certaines plaines de jeu où ces lieux sont-ils identifiés comme zones sensibles? La commune a-t-elle évalué le coût annuel des réparations liées au vandalisme sur les modules de jeux communaux? Ce coût a-t-il été comparé avec celui de mesures préventives ou dissuasives, telles que surveillance accrue, installation de caméras ou utilisation plus systématique de sanctions administratives communales en cas de dégradation? Enfin, le collège travaille-t-il à un plan global de protection et de prévention afin d'éviter une gestion au cas par cas consistant simplement à réparer après chaque acte de vandalisme? Notre objectif n'est évidemment pas de stigmatiser qui que ce soit, mais bien de garantir des espaces de jeu sûrs et durables pour les enfants et les familles, tout en veillant à une gestion responsable des données publiques. Je vous remercie. Merci. Monsieur Morex. Je vais essayer de répondre un peu à toutes les questions. Donc, comme vous l'avez dit, en communication, donc on a... Vous m'entendez, non? Je ne veux pas perdre tout à fait ma voix. Si vous m'entendez bien? Oui. J'ai mangé un micro quand j'étais petit, un peu comme Monsieur Denival. Donc, oui, on a essayé de communiquer un maximum sur les réseaux sociaux de la commune parce que, voilà, c'est même c'est démotivant, en tout cas pour moi, pour tout ce qu'on a fait et tout. Malheureusement, les caméras devaient être mises en même temps que les rénovations de la plaine de jeu, donc il y a 3-4 ans maintenant. Mais je ne vais pas revenir sur l'histoire des caméras. On pourrait en parler pendant quelques jours. Hein, maintenant, je ne sais même pas si ça... C'est en face, enfin, une petite lueur qui arrive avec ces caméras. Donc, en tout cas, pour celle de Rebec, il y a l'emplacement qui est déjà mis et tout, donc c'est vraiment plus que la caméra qui doit être installée. En parlant de caméra, oui, on a justement demandé, je ne sais pas si vous les avez peut-être vues au carnaval, mais il y a au marché de Noël aussi, donc il y a des caméras mobiles, qu'on peut accrocher à un poteau et tout, donc on a demandé justement ces caméras un peu plus souvent, donc on va essayer de mettre, en attendant d'avoir les vraies caméras, il y aura ces caméras. Alors, on a fait un travail avec le CCE, c'est justement des bâches pour sensibiliser justement les dégradations des plaines de jeu qui vont être installées dans le courant mai, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, donc c'est un travail avec les enfants, ils ont vraiment créé leur bâche, le logo et tout, on les a vraiment laissé faire. Vous verrez le résultat dans quelques semaines là maintenant, donc c'était une chose ça. On a aussi engagé un éducateur de rue, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, il faut le temps qu'il se mette en route aussi. Ils vont au contact assez régulièrement, mais à part rester 24 heures sur 24 là, c'est impossible. Voilà, c'est toujours au moment où il n'y a personne qui dégrade, c'est triste. On a demandé un peu plus de passage de police, mais le souci, sans critiquer la police, mais ils viennent jusqu'au bout du ballodrome, mais ils devraient sortir de leur véhicule, aller 100 mètres plus loin, parce que quand on parle de dégradation, c'est souvent à l'Agora, hein, donc là où on joue un peu au foot, c'est là qu'il y a eu les plus gros dégâts. Voilà, donc oui, en coût, mais bien sûr, ça coûte de l'argent à nous tous. Hein. Et c'est pour ça que tant qu'il n'y aura pas ces caméras, en tout cas pour la plaine de jeu de Rebec, on va juste essayer au moins qu'elle soit praticable pour cette saison, mais il n'y aura pas de gros frais en tout cas ici, tout de suite. Donc on va se concentrer un peu sur les autres plaines de jeu qui ont aussi des modules vétustes et tout. Donc
Il y aura la plaine de Maminou qui va être la balançoire. On a dû changer, enfin, on va changer la structure parce que voilà, vous savez, l'année passée on a eu un contrôle, donc on a changé quelques modules. Il y a la plaine de jeu Germinal aussi où il va y avoir une nouvelle balançoire. On a déjà changé le module enfant. Et la plaine du Fairplay où il y a le gros module enfant qui doit être changé aussi. Oui, c'est de l'argent. Donc tout doucement, en tout cas c'est quelque chose que je tenais vraiment il y a quelques années et c'est pour ça que je voulais continuer le travail. C'est tout doucement, embellir ces plaines de jeu, mais c'est vraiment décourageant, ça je peux comprendre. Mais on essaie de mettre des choses en place. Mais comme je vous le dis, à part mettre quelqu'un 24 heures sur 24, oui, quand il y aura la caméra, peut-être que ça changera, mais ils trouveront toujours un moyen de toute façon de se camoufler. Voilà. Après, il n'y a pas que des personnes de Rebec, parce que je côtoie quand même beaucoup de jeunes, et il y en a qui me disent que c'est des gens d'autres communes qui viennent aussi ici dégrader les choses. Alors on remarque sur les autres plaines de jeu, et même sur celle-ci, dès qu'il y a de la visibilité, c'est-à-dire comme les modules de musculation, il n'y a pas de dégradation. Donc c'est vraiment là où ils sont loin. À Biersch, vous voyez bien aussi, il n'y a rien du tout. Bon, la plaine de jeu du Fairplay, il y a eu un petit peu l'année passée, avec les nouvelles balançoires qu'on avait placées, il y a une personne du coin là, qui est venue avec un chien faire du mordant sur les nouveaux sièges. C'est 250 € par siège. Bon, voilà, comme ça, vous savez, voilà, c'est toutes les petites choses qu'à la fin, c'est décourageant. Alors, il reste une chose peut-être à faire pour ne plus avoir tous ces problèmes, c'est tout démonter. Mais ça, je ne pense pas que c'est la bonne solution. Donc, on essaye tout doucement. Mais je vous dis encore, à part rester 24 heures sur 24 là, et même avec les caméras, bon, on va pouvoir régler quelques problèmes peut-être, mais ce ne sera pas... C'est à le contact tout le temps, enfin, c'est pour ça que voilà, il y a une personne en plus au PCS, pardon. Et voilà. Madame Mancini. Je vais compléter le propos de M. Emmerich et dire que la campagne de sensibilisation réalisée par le CCE, donc ce sera des panneaux qu'on ira mettre dans chaque plaine de jeu, et en plus de ça, ils sont en train de réaliser une petite vidéo de sensibilisation aux dégradations des plaines de jeu. Monsieur Legas. Non, parce qu'elle n'a pas eu de question. Oui, non, moi je voulais juste rajouter, tout un temps à la plaine du Fairplay, il y avait des badges de la police avec une caméra ou quoi. Moi ça m'a semblé très dissuasif, les gens faisaient très attention. Vous n'avez pas suivi ça? Donc, c'était une espèce de tour avec une bâche. C'est une remorque avec un bâton déployable télescopique. Donc en fait, le problème aujourd'hui, c'est que l'opérateur qui travaille pour la zone de police, et c'est un projet qui a bientôt 10 ans d'âge, a reçu un document lui mettant, l'enjoignant de terminer sa mission, parce que les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû, les carences ont été dressées, les travaux n'ont pas été effectués dans les délais, les prix ont augmenté par ailleurs, les marchés n'étaient sans doute pas super bien ficelés, ou en tout cas il y avait, comme dans tout marché, des failles, et la zone de police va changer d'opérateur. Le dysfonctionnement n'est pas que rebecquois, le dysfonctionnement existe par ailleurs, et par rapport au projet initial, on en est très loin. Le montant qui a été acté, et c'est noté le 30 mars prochain si tout va bien, avec 3 mois de retard, enfin il ne faut pas dire 4, le montant qui a été acté à l'extraordinaire pour mettre à niveau les outils existants et s'assurer qu'ils fonctionnent compte tenu de l'évolution technologique. Et on n'est plus, il y a du filaire certes, mais il y a du hertzien, mais il y a un problème avec le hertzien. Donc on est à pas moins de 200 000 € sur un projet initial qui avoisinait, qui était supérieur à 1 million, et avec une couverture finalement qui était minimaliste et qui était essentiellement une couverture police, comme un outil complémentaire pour pouvoir, le cas échéant, après infraction, retrouver les auteurs. Donc c'était pas un outil opérateur permanent, Nice, Bruxelles, Charleroi, Londres, avec 2 types derrière, ou 2, ou 5, ou 8, derrière des écrans par milliers.
C'était un réseau certes utile, mais pas nécessairement avec un opérateur full-time en temps réel. Il est important de le souligner, hein, ça vient compléter le propos de M. Emmerich qui dit que mettre des caméras, ce n'est pas forcément la solution, parce qu'encore faut-il des opérateurs, faut-il prendre tous les angles, et de nuit ou avec une cagoule, ça marche moins bien. Aujourd'hui, la zone de police, et je ne vais pas, à mon avis, dévoiler grand-chose, a du mal à boucler son budget. Ça fait l'objet de quelques commentaires peu productifs et peu utiles, mais qu'importe. Et le 30 mars prochain, j'espère que nous pourrons voter le budget de la zone de police, qui donc ne comporte que 200 000 € pour mettre à niveau ce qui existe. Le problème du plateau de la gare, ou de la plaine du plateau de la gare, et M. Emmerich l'a dit, c'est que la caméra, là où elle sera située, et le pylône est déjà identifié, ne permettra de toute façon pas de couvrir toute la zone jusqu'au bout de l'agora, voire jusqu'au tennis line. Pour la petite histoire, l'agora, elle a été implantée lorsque j'étais chez des Sports, donc ça nous remet au tout début des années 2000. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire elle est amortie, mais c'est pas pour ça qu'il fallait la brûler, la démonter, qu'elle ne pouvait plus servir. Nous sommes évidemment bien d'accord. Nous avons fait un autre choix à Vierge à l'époque, et nous avons une structure métallique qui manifestement résiste mieux aux affres du temps. Non pas qu'il n'y ait pas d'utilisateurs à Vierge, d'ailleurs M. Demolle pourra en témoigner, et les utilisateurs ne sont pas tous villageois, ils sont tantôt saintois, tantôt anguennois, voire davantage, voire plus loin. Comme ça a été dit par M. Emmerich, c'est qu'on appelle des infrastructures, mais il ferait mieux de ne pas les démolir alors. Donc le problème qu'on évoque ici est un problème très complexe. Alors on peut faire plan tant que vous voulez, mais on est ici au quotidien auprès des gens, et ce qu'on essaie, c'est pas de faire un grand plan stratégique, c'est de trouver des solutions très immédiates et très pragmatiques. Comme M. Emmerich l'a indiqué, les modules de musculation, là où ils sont placés, parce qu'ils sont beaucoup plus près du bâti et qu'il y a un contrôle social, ne sont pas aujourd'hui détruits ou abîmés. Contrairement au terrain multisport, donc à l'Agora Space, mais l'Agora c'est une marque, qui elle est située à côté du tennis line. Nous aurions pu croire qu'avec le contrôle social des utilisateurs des terrains de tennis, et il y a un éclairage par ailleurs, il y aurait eu de moindres dégradations. Le fait est que les heures d'usage ne sont manifestement pas les mêmes et qu'on a enregistré quelques dégradations. Les poubelles ont été incendiées, maintenant il faut dire qu'il y en avait 8. On n'en a pas mis 8. On s'est contenté de quelques poubelles parce que de toute façon, c'est pas fait pour les déchets ménagers. Et là aussi, il y a des dérives et elles ne sont pas dues à des jeunes qui incendient. À des moins jeunes qui n'incendient pas. Merci. Est-ce qu'il y a une demande d'intervention par rapport à ce qui a été répondu? Monsieur Meyer? Donc effectivement, je vais abonder dans votre sens en disant que la technologie n'est pas la solution à tous les problèmes, loin s'en faut. Par contre, je plaiderais pour l'humain. Et vous me dites, effectivement, déjà la séance précédente, on a parlé d'un éducateur de rue. Effectivement, moi j'ai dit, waouh, génial, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il venait une semaine sur deux, 1 heure, le mercredi de 16 à 17. J'ai envie de suggérer, au lieu de mettre des 100 et des 1000 dans des caméras multifocales, multi-machin et tout ça, investissons dans l'humain et allons à la rencontre de ces jeunes. Je pense même que les caméras peuvent même être contre-productives, parce que pour un ado, c'est un défi. C'est de casser sans se faire choper. Et alors, on joue à qui perd gagne, on joue à l'escalade. Et je ne peux que vous encourager, dans la mesure à la fois des budgets et des disponibilités, qu'il y ait des gens qui, certes en dehors des heures de bureau, mais au contact de ces jeunes dans les quartiers, ou autour des plaines de jeux, tout ça. Mais sinon, effectivement, je ne peux qu'approuver l'intervention du CCE, tout ça. La même chose, ils communiquent entre eux, je pense que c'est positif, c'est l'humain. Je crois que la machine ne résoudra jamais. Dans ce cas-ci, les caméras sont là, c'est quand même mieux si elles fonctionnent. Oui, c'est ça. Celles qui existent, autant les faire fonctionner. Parce qu'ils savent qu'elles ne fonctionnent pas. Si Madame la Présidente me permet juste un élément. Lorsque, je ne vais pas citer le nom, mais lorsque effectivement les deux éducateurs de rue de l'époque étaient très actifs sur le terrain, on a engrangé de vrais succès. Alors certes, c'est chronophage, c'est des heures particulièrement chères, et plus encore dans le public.
et plus encore dans le public, parce que c'est des nocturnes, des dominicales, etc. Mais on est parvenu ainsi à capter cette énergie et en faire une énergie plus positive. C'est l'ambition. Mais donc c'est tôt encore pour porter une évaluation. Ce qui est fait aujourd'hui est un essai, c'est un test. On verra ce que Nicolas et sa collègue pourront engranger comme résultat. C'est vraiment ça notre démarche. Clairement, c'est notre démarche. De la même manière, on a sollicité les services de police, non pas pour qu'ils demandent des caméras en plus et qu'ils nous envoient la facture pour le budget à faire, mais bien qu'ils nous envoient des effectifs et qu'ils soient davantage présents sur le site et pas uniquement en véhicule jusqu'au bout du parking. Nous avons la chance d'avoir dû la police montée au Hara. On a obtenu, après je ne sais pas si c'est une fleur qu'ils nous font, qu'ils circulent eux aussi. Alors c'est un autre outil, le cheval, mais c'est plus facile pour aller sur la place de jeu, assurément. Voilà. J'ai oublié de dire aussi, pardon, j'ai oublié de dire aussi qu'on a en association avec la Emotubis qui viennent aussi une fois tous les 15 jours, c'est ça? Ils vont en même temps, en fait, dans les thèmes de jeu. Mais, si je peux me permettre, Madame la Présidente. Oui, Madame Montini. Voilà, donc comme Dimitri l'a dit, c'est une première expérience, parce que le but, c'est pas toujours d'aller dans les quartiers, mais c'est d'attirer les jeunes plutôt à venir, parce qu'on ne sait pas être dans tous les quartiers en même temps, au vu des moyens et du nombre de personnes qui travaillent. Donc même, je vais dire, rester une après-midi dans le quartier des Agaces, une après-midi dans Rebec, ben, ce ne sera jamais suffisant. Le principal, c'est qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour eux, et qu'ils aient accès à d'autres activités, et qu'ils puissent faire autre chose que détériorer, si c'est eux qui détériorisent. Pas stigmatisé. Selon les informations aussi des jeunes de Rebec qui fréquentent la MJ de Tubis. Donc effectivement c'est important que ce soit communiqué, qu'il y ait des choses. C'est pour ça qu'il y a un travail de collaboration qui se met en place. Je parle de la MJ, pas forcément la MO, mais bon. Et effectivement, ça coûte cher d'employer des gens le dimanche, tout ça c'est vrai, mais de toute façon à mon avis ce sera moins cher que de réparer tout l'existant. On peut être d'accord. Il y a d'autres questions? On clôture donc la séance publique de ce conseil communal.